Bonjour tout le monde, mon nom est Aloane Fan. Je travaille à l'Université de Montréal, plus précisément pour le Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie. On aura l'occasion d'y revenir lorsque je vais me présenter. Aujourd'hui, ma présentation a pour titre structurer et scénariser une communication orale académique. Ce qu'on entend par là, c'est quoi pour vous une communication orale professionnelle et comment en fait la réussir. Donc le fonctionnement, comme on est en petit groupe, je pense que ça va bien marcher. Je vous propose de me poser des questions au moment où vous le voulez avec votre micro ou dans la fenêtre de clavardage. Moi, je ne vois pas la fenêtre de clavardage, donc c'est Alexandre qui va faire la modération et qui m'arrêtera si jamais il y a des questions ou si vous voulez regrouper les questions à la fin, c'est également possible. Alors, je voulais vous parler un petit peu de la communication dans le cadre notamment du référentiel des compétences transversales qui favorise votre intégration professionnelle parce qu'évidemment, après les cycles supérieurs, en général, on se destine au marché du travail et c'est la dure réalité, évidemment. Mais la communication, en fait, est une des compétences de base qui servent ensuite à l'ensemble des compétences qui permettent l'intégration professionnelle. Je vous ai mis en fait ce lien à la fin de la présentation dans les références, donc vous pourrez aller voir le référentiel complet donc, qui a été fait par l'Université de Montréal, les études supérieures et postdoctorales. Donc, quand on parle de communication orale dans le milieu scientifique, en tout cas, il s'agit principalement de faire passer votre message scientifique et surtout qu'il soit bien compris de votre public. Alors, quelques mots de présentation sur moi. J'ai une maîtrise en fait en sciences biologiques de l'Université de Montréal il y a quand même une dizaine d'années. J'ai travaillé sur l'opossum, Monodelphis domestica. Donc, vous ne le savez pas, mais au campus 1000, en fait, il y a des opossums au laboratoire de Jean-François Fligère. J'ai travaillé aussi, après ma maîtrise, pendant 7 ans à l'ACFAS, donc l'Association francophone pour le savoir, qui organise des congrès scientifiques. J'étais coordonnatrice de projet. J'y ai connu aussi Alexandre à ce moment-là. Et je coordonnais, entre autres, le projet des conseillers en communication scientifique. Ce projet-là, ce sont des conseillers et des conseillères qui s'en vont pour écouter des communications orales scientifiques, donc par affiche ou orales aussi, et qui vont donner des conseils aux personnes qui donnent les présentations. Donc, en 7 ans, j'ai pu voir énormément de choses et on a élaboré, entre autres, une grille que je vous présenterai à la fin, et puis le lien sera bien sûr dans les références. À l'ACFAS, il y avait aussi un concours que vous connaissez peut-être et qui va vous intéresser, c'est ma thèse en 180 secondes. Donc, c'est comme le titre le mentionne, ce sont des présentations éclairs de thèse en 3 minutes et c'est une compétition donc internationale qui est partie de l'ACFAS et qui s'est disséminée par la suite dans la francophonie. Aujourd'hui, je travaille au concours d'éloquence d'Elita Langue, qui est un concours qui s'adresse aux étudiants et étudiantes de premier cycle, donc au Bureau de valorisation de la langue française et de la francophonie. Donc, c'est une autre façon aussi d'aborder la communication avec d'autres types de formations. Je m'excuse pour le bruit à l'extérieur. Enfin, Alexandre en a parlé, avec Wikimedia Canada, en fait, comme moi en tant que bénévole et puis administratrice au conseil d'administration, on a encadré un projet à Ivado, donc des données pour raconter. Il y avait des bourses, donc on a accueilli 2 personnes au sein de Wikimedia Canada et l'ACFAS pour un projet conjoint qui parlait de 100 ans de données météorologiques d'environnement et changement climatique Canada dans Wikimedia Commons. Donc, c'était vraiment une énorme base de données puisqu'il s'agit de 100 ans de données météo.
Et il y avait une personne donc, qui était étudiante en journalisme qui s'est associée avec un autre étudiant de Polytechnique qui, lui, travaillait sur la visualisation de données et cela a donné pour résultat 2 articles qu'on vous présentera certainement plus tard. Alors, je voulais en savoir un peu plus sur vous. Si vous pouvez peut-être dans la fenêtre de clavardage mettre votre nom, à quelle université vous êtes rattaché, votre programme d'études et si vous avez déjà une idée de votre prochaine communication. Donc, pour pouvoir voir la fenêtre de clavardage, je vais arrêter le partage d'écran pour pouvoir voir. Je vais vous remettre peut-être les informations que je vous demande. Ça va me permettre, en fait, si vous mettez tout ça, de mieux comprendre, en fait, quelles sont vos attentes. Est-ce que je peux aussi, quelque part, personnaliser aussi cette présentation? Je vous laisse écrire. Ok, neurosciences cognitives, parfait. Octave numérique. Ce que tu peux faire aussi, en fait, Alexandre, c'est tout de suite lancer aussi le sondage. En fait, j'aurais voulu savoir quelle est votre aisance ou expérience peut-être à donner une communication orale scientifique. Donc, vous pouvez mettre la note là dans ce sondage, 10 étant la meilleure note pour vous. Puis si vous mettez 10, j'espère que vous participerez aussi à la conversation et que vous nous donnerez vos trucs et astuces. Oh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens en arrière de l'écran pour répondre. Oui, c'est ça. Ben, j'ai une douzaine de personnes pour l'instant qui ont répondu au sondage. OK, Je vais vous laisser encore une quinzaine de secondes ouais. pour y répondre pour Je vois avoir une aussi bonne idée. postdoc en mathématiques à Polytechnique. Tout le monde la présente à Octave numérique, c'est bien. Okay. Maîtrise en maths. Deux représentants de l'Université Laval. Ouais. Bienvenue dans cette conversation. Voilà, donc je vais terminer le sondage dans 3-4 secondes. Vous pouvez continuer à écrire. Oui, c'est ça. Donc, je vous partage les résultats. Je dirais qu'on a des gens qui ont moyennement d'expérience, donc entre 5 et 7, surtout au niveau de l'expérience ou l'aisance en communication orale. On a un 10, donc peut-être que c'est toi, Aloane, qui a répondu au sondage. Non, je n'ai pas répondu. J'ai pas répondu. Merci en tout cas pour ça. Puis, il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Si on est à 2, on peut passer à 3. Si on est à 3, on passe à 4, etc. Puis, c'est des années et des années. C'est à force de faire finalement des présentations qu'on finit par s'habituer. Alors, je vous repartage mon écran en diaporama. Là, ça va. Merci pour vos réponses. Ça va nous aider aussi. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alexandre, est-ce que… Oui. Oui, ça ok, marche bien. parfait, Oui. c'est bon, excuse-moi. Excellent. Donc, la première question qu'on se pose toujours, qui est peut-être un peu triviale, c'est qui est votre public? C'est vraiment important de connaître premièrement le contexte de votre présentation. Là, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui vont présenter à Octave numérique. Alors, en fait, je laisserai la parole à Alexandre pour nous dire justement, dans le cadre d'Octave numérique, qui sont les gens, c'est qui le public d'Octave numérique? Oui, le public est assez large à Octave numérique, mais l'objectif, c'est vraiment de présenter les projets étudiants.
Donc, c'est la communauté étudiante Ivado, donc tous les étudiants qui sont et les membres du public qui sont intéressés par l'intelligence numérique au sens large. Donc, c'est un colloque qui est quand même axé un petit peu sur la vulgarisation des projets. Ça se veut ouvert, ça se veut ouvert aux discussions, puis de mélanger des étudiants de différents domaines regroupés sous différentes thématiques. Donc, on est entre le congrès scientifique pur et dur et le congrès plus grand public que peut être le congrès de l'ACFAS, par exemple. Oui, parfait. Oui, ça c'est important, justement, de savoir si les gens sont des experts ou des généralistes. Vous l'avez mis, en fait, dans le clavardage. Vous êtes de domaines connexes quand même, évidemment, mais vraiment différents. Donc, c'est important, si c'est pour un public, en fait, plus général, de prendre le temps, en fait, de vulgariser certaines de notions qui, pour vous, vous apparaissent évidentes. Évidemment, si vous êtes avec des experts, vous pouvez aller beaucoup plus en profondeur, que ce soit dans l'analyse ou la discussion, et puis peut-être épargner certains détails, parce que si les gens connaissent déjà ces détails, ce n'est pas la peine, en fait, de les redire. Mais dans tous les cas, c'est vraiment d'utiliser un vocabulaire qui sera adapté. Donc, on aura l'occasion, en fait, d'y revenir sur cette question-là. On va revenir pour le clavardage, pour vous, pour vous maintenir un petit peu éveillé et puis en alerte. Est-ce que vous pouvez me décrire en quelques mots ce qui pour vous représente une bonne présentation orale? J'imagine qu'en tant qu'étudiant et étudiante, vous avez vous-même déjà assisté à des congrès et autres et entendu sur Internet des présentations. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager en quelques mots ce qui pour vous décrit une bonne présentation orale? Je vais juste fermer mon écran. Ben, je peux te les dire au fur et à mesure, peut-être. Parfait. Oui, c'est bon. Donc, on a Amar qui dit « easy to understand », donc facile à comprendre. Oui, merci. Soyez pas gênés, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Ah oui, non, c'est vraiment pour vous, Parce qu'en fait, c'est tout ce que vous allez partager là, je vous conseille aussi de le prendre en note, parce que pour chacun, on a tous une façon peut-être différente de décrire une bonne présentation, mais d'avoir au moins ces adjectifs-là, ça va vous permettre d'orienter en fait vos présentations. Oui. On a Tangi ou Tanguy, une présentation compréhensible avec un fil conducteur qui guide l'auditeur tout au long, effectivement. Clara, bien illustrée, donc avec des graphiques, je suppose, et puis un côté très visuel. Florence Jarry, dynamique, effectivement. Elsa Rousseau, pas trop de texte, plus de figures ou de schémas plutôt que le texte. Marianne Chevalier, présentation dynamique avec un fil conducteur, des objectifs clairs. Oui, super. Ça va. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal, en fait. Vous avez quand même des très bons adjectifs pour ça. On va pouvoir, en fait, là, les passer en revue à travers la présentation. Il y a juste un truc par rapport aux illustrations. Ce que je me dis aussi, l'illustration, le visuel, c'est aussi de pouvoir donner des bons exemples. Il ne suffit pas de justifier, mais aussi d'illustrer avec des exemples. Ça permet parfois de mieux comprendre l'idée qu'on est en train de décrire. Alors, merci pour votre participation. Donc, le point numéro 2, il s'agit, une fois que vous connaissez votre public, de capter son attention. La question à laquelle vous devez répondre, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait vous écouter? Si vous répondez à cette question dès le début de la présentation, ça va être bien. Je peux donner des exemples. Vous allez m'écouter parce que je suis spécialiste des opossums et que vous avez envie d'en savoir plus sur les opossums, par exemple, ou de répondre à telle question parce qu'elle paraît très importante pour vous. Donc, n'oubliez pas que votre support visuel comme tel, ce n'est qu'un support. Si vous n'êtes pas là pour alimenter le support visuel, il ne sert à rien,
Puis d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir, mais vous pouvez faire, quand on disait pas trop de mots sur la présentation, vous pouvez faire deux versions de votre présentation. Si vous voulez ensuite la mettre disponible, vous pouvez faire votre présentation en direct avec un PowerPoint, disons, qui va être épuré, et ensuite faire une autre présentation PDF, peut-être avec plus de mots. Ce sera votre version d'archive que vous voulez ensuite partager. Donc, vous devez répondre pour vous aider en fait à répondre à cette question, pourquoi est-ce qu'on devrait vous écouter? C'est de revenir en fait finalement aux origines de pourquoi vous faites vos recherches aussi, qu'est-ce qui vous motive, à quelles questions vous voulez répondre et surtout en quoi est-ce nouveau. Donc, si je prends par exemple l'exemple que je connais de l'opossum, je dis on veut répondre à des questions qui concernent le développement des opossums. Pourquoi c'est intéressant d'utiliser l'opossum notamment? C'est parce que c'est un modèle qui est différent des modèles traditionnels que sont la souris et le rat, mais qui est tout aussi intéressant, par exemple. Donc là, ça capte l'attention du public, ils ont envie d'écouter un peu plus ce qu'on a à dire, surtout si les gens travaillent, par exemple, sur des rats et des souris en neurosciences. Quelqu'un l'a mentionné, identifiez clairement vos objectifs. Quelle est votre intention? On parle aussi de quelque chose qui est structuré, donc rassurer l'auditoire ou les gens qui, quand on écoute plein de présentations, des fois, notre attention n'est pas optimale. Donc, avoir un plan, ça aide souvent à s'y retrouver, autant pour vous que pour votre public, mais je précise, pas n'importe lequel. On va voir, donc, à quelle question est-ce que vous voulez répondre? Qu'est-ce que vous voulez démontrer? Donc, si vous arrivez à résumer ça en une phrase, donc votre question, vous savez, ça va orienter immédiatement, bon, non seulement la réponse, mais ce sera le fil conducteur, finalement, de votre présentation. Donc, on vous demande l'exercice, en fait, comme tel, d'une présentation orale académique, c'est de présenter votre point de vue sur la question en le justifiant, donc souvent à partir de vos résultats lorsque vous entreprenez des recherches. Donc, ce que je vous présente là, le plan de la présentation, c'est le plan traditionnel qui va de l'introduction à la conclusion. Souvent, on présente la méthodologie, l'analyse, les résultats. Moi, je trouve ça c'est très très bien évidemment puisqu'il s'agit de la méthode scientifique, mais j'aimerais en fait vous donner l'occasion de réfléchir peut-être sur des titres qui sont plus représentatifs directement de votre recherche, donc des titres alternatifs. Donc je prends encore le cas fictif d'une recherche sur l'opossum, donc sur la moelle épinière et sur la sécrétion d'une molécule que j'appelle XYZ. Donc je vous propose des titres alternatifs. Au lieu de l'introduction, je pourrais mettre pourquoi, comme titre de diapositive, pourquoi utiliser l'opossum comme modèle. Ensuite, au lieu de mettre méthodologie, je vais parler, en fait, expliquer le marquage par fluorescence, analyse, résultats, conclusion. Donc, dans les résultats, même si, par exemple, quelqu'un ne m'a pas vraiment écouté et qui voit aucune différence significative, et le titre de la conclusion, que le développement est uniforme à tous les niveaux de la moelle épinière, ça suffit. La personne va repartir, même si elle n'a pas bien écouté tout ce que j'ai dit, mais au moins, le but, c'est qu'elle retienne mon message. Et le fait d'utiliser en fait des titres qui sont plus parlants que résultats et conclusions, ça vous aide aussi à ancrer le message chez votre public. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça ne se prête pas tout le temps, mais je pense que c'est quand même une bonne façon pour que votre public puisse retenir votre présentation et que ça soit extrêmement clair. Ensuite, soyez concis, précis et structuré. Ce que j'ai remarqué à travers donc mes 7 ans avec le programme des conseillers et conseillères en communication scientifique, c'est que chez les étudiants et étudiantes en sciences, souvent les sciences pures, la structure n'est jamais un problème. Honnêtement, ça marche toujours bien. Donc, c'est surtout sur le point de la concision et de la précision. Très souvent, les gens vont se perdre dans le détail, par exemple, de la méthodologie, donner trop de détails. Ça, c'est parfois, ça ne sert pas nécessairement votre point et on se perd finalement.
inutilement dans les détails et puis vous perdez aussi des minutes précieuses qui vous permettraient peut-être d'expliquer un peu plus des points importants de votre présentation. Donc, faites bien attention à ça. Donc là, pour justement identifier quelles sont les informations prioritaires, c'est de vous poser la question. Quels sont les 3 éléments prioritaires? Si vous deviez faire l'exercice ma thèse en 180 secondes, en 3 minutes, quels éléments vous allez mettre en priorité? Est-ce que vous devez absolument tout montrer? Oui, il y a des choses peut-être parmi les résultats qui sont un peu moins importants. Et puis, finalement, ça c'est vraiment au niveau de la visualisation. Quelle est la meilleure façon pour tout le monde de tout comprendre en fait en un clin d'œil? Donc, une fois de plus, il s'agit aussi d'éviter le jargon. Quand c'est trop compliqué, ça sert peut-être à rien, à moins que vous mettiez des définitions qui sont absolument nécessaires à votre présentation. Et aussi, il faut voir selon votre public, si, on l'avait un peu mentionné plus tôt, si les autres conférenciers et conférencières connaissent très très bien votre domaine, ce n'est pas la peine de revenir sur des éléments de méthodologie si quelqu'un d'autre avant vous en a déjà parlé. À moins que la présentation soit enregistrée et qu'on avait vraiment besoin, parce que la présentation peut être prise séparément et qu'elle va vivre par elle-même. Mais en général, c'est ça. Ça ne sert à rien de répéter parce que ça fatigue tout le monde et les gens vont perdre l'attention. Ça va jusque-là? Oui, Alexandre, il n'y a rien dans le chat? Non, mais dans le cadre d'Octobre numérique, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui en font partie, il y a 2 formats particuliers. Il y a le format plus long qui est pour certaines thématiques, là, vous devriez avoir reçu un courriel de ma part, qui sont de 10 minutes plus des questions et d'autres de 15 minutes avec des questions. Mais il y a aussi des présentations éclairs, donc de 3 minutes aussi. Donc, là, justement, il y a des questions, je dirais que plus c'est court, plus la définition des éléments prioritaires est importante, puis plus il faut identifier un élément plutôt que plusieurs éléments. Sinon, par expérience, vous allez finir par vous perdre finalement. Peut-être pour le 3 minutes, c'est d'aller fixer plus un aspect de votre mémoire ou de votre thèse que vous voulez mettre de l'avant plus que d'autres, plutôt qu'essayer de traiter de tout de façon plus superficielle finalement. Oui, merci beaucoup, Alexandre. Alors, on continue. Donc, une autre question pour vous aider aussi à orienter votre présentation, c'est par rapport à chacune des idées que vous allez développer, quelle est la façon la plus simple et la plus juste? Donc, un peu je l'appellerais la voie zen, finalement, d'exprimer votre idée. Donc, la façon dont je fonctionne pour éviter justement de mettre trop de mots, c'est fonctionner tout simplement par mots-clés, où on l'a dit également avec des images, des figures. Là, je vous donne quelques concepts par rapport notamment au langage utilisé sur vos diapositives. En général, on va faire un concept par diapo, pas plus, avec un titre parlant, comme on en a discuté plus tôt. Lorsque vous allez mettre des phrases, il faut que ça soit vraiment très très simple, sujet, verbe, complément. On essaie d'utiliser le présent ou même l'infinitif. Travailler avec des listes, une voix active, une forme affirmative, plutôt que faire parfois, j'ai vu des gens qui faisaient des doubles, voire des triples négations. C'est vraiment quelle est la façon la plus simple d'exprimer votre idée. Un vocabulaire adapté, donc évitez de mettre des mots trop compliqués pour rien ou des définitions qui sont trop longues, si vous pouvez la raccourcir, et puis surtout de soigner votre langue de manière générale. Ensuite, là, on va voir justement pour mettre en valeur vos idées, c'est peut-être, je vous dirais, la partie la plus difficile en fait, de tout mettre en fait en une image, une figure qui soit parlante, mais on va regarder quelques trucs et astuces pour y arriver. Donc, pour mettre en valeur certaines de vos données, vous pouvez évidemment utiliser la forme, donc que ce soit la police, la taille de caractère, évidemment des figures, des couleurs, ça va vraiment aider à attirer l'attention.
et à retenir peut-être les chiffres importants que vous voulez mentionner ou les idées importantes. Une des choses vraiment, j'allais dire, autant évidentes, mais qu'on faut vraiment y penser, je pense qu'il faut mettre le temps, c'est de simplifier les figures et les graphiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'éviter l'utilisation telle quelle de figures, surtout celles qu'on tire directement d'articles scientifiques, parce que les figures d'articles scientifiques sont faites pour prendre le temps. On est devant un PDF, on a le temps de lire. Dans une présentation orale, on n'a pas ce temps-là. Donc, il faut vraiment que la figure soit épurée. Donc, de tout simplement retirer ou enlever des informations, masquer des informations qui ne soutiennent pas directement votre idée. Choisir aussi qu'est-ce qui est mieux entre des graphiques, un tableau, un mix des deux. Ça, je vais vous donner quelques exemples dans les diapositives qui suivent. Et puis surtout, s'il vous plaît, faites en sorte de ne jamais dire durant votre présentation excusez-moi, vous ne le voyez pas, mais bon, c'est ça. Vous auriez pu quand même faire un effort pour présenter des figures qui sont assez claires. Quand vous faites votre présentation, je pense que vous avez le temps de travailler vos figures, voire d'en refaire. Vous pouvez toujours adapter une figure qui est prise d'un article scientifique et puis redessiner finalement la figure. Donc, je vais vous donner quelques exemples. N'hésitez pas à intervenir parce que je n'ai pas nécessairement la science infuse. J'ai pris en fait des graphiques que j'ai trouvés ici et là. Donc là, on représente le nombre de médailles d'or par pays. Bon, ce graphique en tant que tel, si l'information principale qu'on veut retenir, c'est que les États-Unis ont eu le plus de médailles, bon, bah, le graphique sert très bien. L'autre chose qu'on voit par contre, c'est qu'on ne sait pas du tout, par exemple, entre la Jamaïque et le Royaume-Uni, ce n'est pas très précis, est-ce que la Jamaïque ou le Royaume-Uni a eu plus de médailles d'or. Donc, il y a peut-être d'autres façons de présenter la même information, mais qui va nous apporter plus de précision sur le message qu'on veut transmettre. Parce que là aussi, si vous remarquez dans ce, je ne sais pas comment on appelle ça, un graphique en couronne, là, les pays sont tout simplement mis par ordre alphabétique. Est-ce que l'ordre alphabétique, c'est celui le plus logique? Peut-être pas. Si on voulait savoir, par exemple, en un clin d'œil, le nombre de médailles d'or par pays, il serait peut-être ici plus judicieux, finalement, de nous mettre un tableau classé par ordre donc, décroissant du nombre de médailles. Ainsi voir, on voit que là, le Royaume-Uni, finalement, a 9 médailles d'or et que la Jamaïque en a 7. Donc ça, c'est vraiment un exemple. Finalement, votre... Attendez, je vais mettre le... Je ne sais pas si on le voit, le curseur. On voit ta souris. Oui, ah oui, ok, tu vois. Le pointeur laser, ça, je ne savais pas si vous la voyez. Mais on aurait pu, par exemple, mettre ici, faire ce même diagramme, et peut-être le mettre plutôt qu'en ordre alphabétique, on l'aurait mis par ordre du nombre de médailles d'or. Donc, bon, évidemment, là, c'est assez simple, hein, on parle de médailles d'or, il n'y a rien de très compliqué, mais c'est juste pour vous donner l'idée entre un graphique ou bien un tableau. Bah, parfois, selon votre message, le tableau sera beaucoup plus utile. Je descends. Là, c'est un exemple de figure qui est très parlant. Pourquoi? Parce que vous voyez, on en a parlé du titre de la diapositive tantôt, de moins en moins de chômeurs admissibles. On vous donne tout de suite le résultat. On n'a pas juste mis, d'habitude, si c'était une figure simple, sans titre, on aurait peut-être juste mis le nombre de prestataires réguliers, en fait, qui sont les légendes des axes finalement, mais là, cette figure nous met directement le résultat, et puis bon, la courbe, elle est quand même facile à comprendre, donc c'est vraiment un exemple, je trouve, de bonne figure qui donne immédiatement la conclusion finalement de vos résultats, et ça permet aux gens de visualiser vraiment en un clin d'œil ce que vous voulez dire. Alors là, je vous ai mis ces figures, donc, qui est le nombre de cas de coronavirus par pays, pour vous parler aussi d'échelle. Je pense que vous le
faisait de manière naturelle en général, mais parfois, bon, on passe un peu vite sur certaines figures et puis on oublie cet aspect-là. Mais bon, là, dépendamment du message que vous voulez donner, si c'est juste pour avoir ces trois pays-là, ce graphique convient bien, mais vous voyez qu'ici, on est incapable de distinguer à cause de l'échelle, évidemment, puisque ici, le nombre de cas en Corée du Sud est très grand. Donc, il s'agit peut-être de mettre plusieurs figures différentes à différentes échelles pour pouvoir justement, là c'est un zoom, disons, sur les autres pays, donc la partie basse de la courbe. Donc c'est important de le faire si c'est cette information-là qui pour vous est importante plutôt que présenter quelque chose qui ressemblerait à ça. Ensuite, un autre exemple de présentation de résultats, ce sont les diagrammes en barres. Là, si je regarde cette figure, je comprends, mais peut-être que vous allez comprendre autre chose, mais qu'on a essayé de classer ici les barres en rouge en ordre décroissant. C'est l'information qui est considérée comme principale. Donc, on compare différentes plateformes de réseaux sociaux et le rouge, c'est « j'espère que cette plateforme va disparaître ». Donc là, en un clin d'œil, on comprend que la première plateforme à disparaître, c'est Twitter, la deuxième, c'est Tinder. Bon, ça a peut-être changé maintenant, mais à voir. On aurait pu classer différemment l'information si l'information principale était « je souhaite que cette plateforme soit soutenue », par exemple. On aurait pu classer ici le bleu en ordre décroissant de la même façon qu'on a fait le rouge. Là, ce sont des barres horizontales. Et ils sont gentils parce qu'ils nous ont mis finalement le pourcentage ici en chiffres. Il y a d'autres façons. Donc là, je vous donne un autre type de graphique qui existe. Je ne sais pas c'est quoi la température horaire, mais bon, ce n'est pas la question. Là, de ce que je comprends, on essaye de comparer 2 années, 2011-2012. Peut-être qu'une façon d'améliorer ce graphique, premièrement, c'est dans le code de couleur. Ça, c'est quand même, les gens n'y pensent pas, mais c'est quand même important parce qu'on a dans les couleurs, par exemple, le rouge en général, c'est associé à quelque chose qui est mauvais, le vert à quelque chose de positif, mais les couleurs ont, selon les cultures, en tout cas, une signification particulière. Pourquoi ici avoir utilisé ces couleurs? Je ne sais pas, est-ce qu'on associe l'hiver à cette couleur saumon? Je ne sais pas, peut-être le printemps au vert, d'accord, mais l'été, je ne sais pas. Donc là, les couleurs ont été clairement choisies de façon totalement aléatoire. On ne sait pas si c'est si utile que ça. Si on voulait ici comparer les 2 années, peut-être qu'il aurait été judicieux de fusionner finalement les 2 graphiques et de travailler par, je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle les températures horaires, mais par exemple de mettre dégagé ensemble ou par saison. On aurait pu travailler tout l'hiver, tout le printemps et faire peut-être plusieurs graphiques parce que là, entre les deux, bon, passer d'un truc à l'autre, ça peut être difficile. Ou si par exemple, vous ne présentez que la partie nuage-brume, peut-être de refaire un autre, de présenter cette figure générale, mais ensuite de refaire une figure uniquement pour la condition qui vous semble la plus importante. Comme ça, vous fusionnez les graphiques. Ensuite, là, je vous donne un exemple une fois de plus de est-ce que c'est mieux d'utiliser un graphique ou un tableau. Si je vous présente ce graphique très simple, c'est des chiffres de vente et des objectifs de vente, donc en dollars durant l'année. En un seul clin d'œil, là, c'est très difficile de dire quel est le mois, quels sont les meilleurs mois, quels sont les mois qui atteignent les objectifs ou non. Il y a beaucoup trop d'informations sous forme chiffrée. Il y a une autre façon de présenter ici l'information, c'est de le mettre peut-être en pourcentage des ventes sur les objectifs. Donc, on a là en pourcentage, on pourrait trier évidemment les mois. Ça peut être une façon de faire. L'autre façon de faire, c'est de présenter sous forme de graphique. Donc, comme vous voyez, le graphique, c'est beaucoup plus clair. On peut voir que habituellement, c'est au mois de juillet que les objectifs habituellement sont les plus élevés, mais que là, on a le plus grand écart. Et le seul moment de l'année, finalement, où les ventes ont dépassé les objectifs, c'est le mois de juin. Vous voyez, ça, c'est l'information, mais bon, c'est plus difficile peut-être de les relier
ici à des chiffres ou à des pourcentages. Donc, je vous donne une autre encore façon de présenter l'information, c'est tout simplement le remettre sous forme, oui, de tableau. Vous pouvez éventuellement le trier, mais bon, en général, quand on est dans une année, on préfère garder les mois dans l'ordre, mais vous pouvez appliquer des couleurs, par exemple, dans votre tableau, qui signifie, là, on comprend en un clin d'œil que le mois de juin, finalement, c'est le meilleur mois, et les pires mois, c'est celui donc en rouge ici, de février et de juillet. Donc, ça vous montre une fois de plus qu'il y a différentes manières de présenter des éléments de résultat, mais dépendamment du message que vous voulez envoyer ou de la chose la plus importante pour vous, vous allez présenter ça de différentes manières. Est-ce que ça va jusqu'à présent, Alexandre? Oui? J'imagine que oui. Donc, si on résume, oui. On n'a pas de questions dans le chat, donc, mais n'hésitez pas à les poser, puis j'interromprai Aloane. Dès qu'il y aura un moment de pause, je pourrai poser votre question, aucun problème. Parfait. Donc, si on résume, il faut bien que vous identifiez votre public pour pouvoir adapter votre niveau de présentation, capter l'attention dès le départ, surtout dans le cas où il y a plusieurs présentations de suite. C'est ça, il faut aider les gens. Comme vous, de la même façon, quand vous êtes dans une présentation, qu'est-ce que vous aimez chez les personnes? Vous aimez que ça soit dynamique. Alors, essayez d'être dynamique, vous aussi. Présenter des objectifs clairs, donc identifier précisément la question à laquelle vous voulez répondre. Alexandre l'a dit, si évidemment dans le cadre d'une thèse, quand on fait un doctorat, un postdoc, des fois il y a énormément d'éléments de la thèse. Dans ce cas-là, c'est d'en choisir un ou deux, mais pas plus, parce que quand, imaginons qu'on a, moi, lors de ma dernière présentation, j'avais que 10 minutes. 10 minutes, c'était extrêmement court. Donc, il faut voir aussi par rapport au temps qui vous est alloué. Quand on est plus sur des temps de 15 à 20 minutes, là, on a un peu plus le temps de développer. Si c'est 10 minutes, honnêtement, c'est vous donnez vos trucs, vos résultats, voilà, puis on vous contacte après si on a plus de questions. Le point 4, la structure, la concision, la précision. Et enfin, servez vos idées en donnant vraiment la meilleure forme possible à la présentation de vos résultats. Est-ce que ça va être des graphiques, des tableaux, des dessins? C'est vraiment à votre choix. Vraiment de faire ce choix pour les personnes qui vont vous écouter. Bon, après, évidemment, on a couvert quelques points, on ne répond pas à tout. J'ai mis d'autres questions que vous pourriez vous poser. Est-ce qu'on met des animations ou non? Quelle couleur, quel goût? Bon, ça repose sur vous. Est-ce que vous voulez lire vos notes? Vous voulez totalement improviser? Ça dépend aussi de votre niveau de préparation. Votre gestuelle, comment vous faites pour justement paraître dynamique? Qui est-ce que vous remerciez? En général, on remercie les bailleurs de fonds, votre direction de recherche également, mais ce n'est pas la peine de faire, de mettre des listes, puis de passer à travers tous les noms, parce que tout le monde s'ennuie. Donc, vous pouvez mettre une diapositive avec les remerciements, et je pense que ça suffit largement. Il y a la question aussi de présenter dans une autre langue. Si vous avez à gérer du stress, comment vous faites si vous oubliez? Ne pas oublier aussi, quand il y en a une, la période de questions, qui est vraiment primordiale, parce que vous pouvez faire la meilleure présentation au monde et que la période de questions devient difficile. Bon, ça donne parfois, ça laisse sur une mauvaise impression, puis vous-même, vous allez avoir de mauvais souvenirs, alors que si vous réussissez autant votre présentation que la période de questions, ça c'est bien. Dans le cas de la période de questions, en fait, moi ce que je faisais, c'est qu'on se préparait énormément, en fait, avec le laboratoire, plusieurs laboratoires aussi, on se mettait ensemble et on faisait une présentation test devant nos autres collègues. Donc, les autres collègues, qui sont aussi de disciplines parfois différentes, ont toutes sortes de questions. Donc, pendant votre préparation, vous notez bien toutes les questions. Et comme vous avez une panoplie de questions, ça vous aide vraiment à vous préparer. Donc, vous avez les réponses à toutes ces questions puisque vous êtes préparé
à l'avance. Donc, ça vous aide vraiment aussi à structurer des fois parce qu'on se dit il y a quelque chose qui est pas clair. Donc, la règle, c'est de vous préparer. Hein. C'est le niveau de votre présentation à la fin ne va pas dépasser, en général, à moins d'un miracle, ça ne va pas dépasser votre qualité de préparation. Vous pouvez toujours vraiment écrire mot à mot votre texte s'il le faut, surtout dans les présentations les plus courtes. Si c'est 3 minutes, il faut vraiment que chaque mot soit mesuré. Il n'y a pas de place pour l'improvisation en 3 minutes. Ça, c'est certain. Donc, n'oubliez pas de tester auprès de vos amis, vos collègues, et soyez ouverts, même si ils vous posent des questions qui peuvent vous paraître un peu simples ou bêtes. Il y a probablement, ça veut probablement dire quelque chose par rapport à la clarté de votre présentation. Une des façons aussi de se préparer, peut-être qui est plus agréable, c'est d'aller écouter en fait sur Internet plusieurs présentations qui vous paraissent bonnes, de prendre des notes, de dire ça j'aime pas, ça faut le faire, ça faut pas le faire. Donc à force d'en voir, vous finissez par devenir aussi bon et bonne pour savoir quelles sont les meilleures choses à faire. Donc n'oubliez pas de parler à un rythme qui vous convient, adapté, et puis de respirer, parce que le stress, il vient aussi du fait, quand on ne respire pas, c'est sûr qu'après, le cœur bat très très vite et qu'on devient extrêmement stressé. Donc, bien respirer et puis ralentir en fait sa diction, souvent ça aide à se calmer. On parlait aussi de la concision par rapport à la méthodologie ou aux références, donc tout ce qui est de l'ordre du détail. Parfois, si c'est super compliqué, votre méthodologie, et que vous n'avez pas envie de passer des heures dessus, c'est tout simplement les garder pour une diapositive préparée d'avance, évidemment, dans votre présentation. Comme ça, si quelqu'un vous demande « Ah oui, et puis la méthodologie », vous sortez cette diapositive avec le détail de la méthodologie pour y répondre durant la période de questions. Le plus important, c'est de toujours conclure avec un message fort. Donc, votre diapositive finale, oui, elle peut mettre votre nom, les remerciements et autres, mais finalement, c'est qu'est-ce que votre auditoire va retenir de votre présentation, et puis de l'énoncer clairement. Si vous commencez, même pour vous-même, je veux que vous reteniez que, c'est ça. Vous pouvez ensuite vérifier que vous avez bien répondu à votre question de départ. Si le « je veux que vous reteniez que » n'a aucun rapport avec la question, c'est qu'il y a un problème, soit dans la question de départ ou dans la conclusion qui est pas bonne. Donc, ça vous aide. Alors, voilà, ma présentation est terminée. Je voulais juste vous mettre ici un aperçu, mais ça, vous pouvez le télécharger en ligne. Il s'agit de la fiche de service conseil en communication scientifique que j'ai développée avec l'ACFAS en partenariat avec l'Université du Québec. Donc, on a une série, vous voyez, de critères ici qui vous aident à identifier les bonnes choses à faire. Donc là, vous pouvez donner en fait cette fiche-là aux personnes qui vous écoutent et puis ils vont souligner quelques points à améliorer. Donc, on a divisé la grille en 3 grandes sections: les qualités d'orateur, la structure de la présentation et le support visuel. Donc, ça vous donne, en plus de ce que je vous ai donné aujourd'hui, qui résume un peu cette fiche, tous les trucs et astuces pour ça. Et puis, enfin, je sais que Alexandre va peut-être vous mettre à la disposition le PowerPoint d'aujourd'hui sous format PDF, mais j'ai pris le temps, donc en tout cas en français, de vous mettre des ressources et des formations. On a énormément de matériel qui a été fait par différentes universités. Donc, je vous ai notamment mis en surligné ici le référence des compétences transversales. Ça peut être intéressant pour voir les autres compétences. Et ici, le lien vers la grille de conseil en communication orale. Peut-être aussi, c'est ça, Alexandre, tu peux mettre le lien vers la grille directement dans la fenêtre de clavardage pour qu'ils puissent en avoir un aperçu de suite. Oui, Voilà. je suis en train de chercher ça, mais effectivement, le PDF va être partagé à toutes les personnes qui se seront inscrites à l'événement d'aujourd'hui. Donc, vous aurez accès au lien via un PDF.
Parfait. Et puis, n'hésitez pas à m'écrire à moi ou à Alexandre, évidemment, avant votre présentation. Moi, ça me fera plaisir vraiment de vous aider, à moindrement si vous avez des questions. Je veux dire, j'ai passé 7 ans à faire aussi ça pour les conférenciers, conférencières à l'ACFAS. Donc, c'est quelque chose c'est ça, qui est relativement facile pour moi. Et puis, ça me fera plaisir de vous aider sur, c'est ça, n'importe quand.